Bienvenue à nouveau à Compte complet, notre balado qu'on vous présente chaque semaine sur les actualités du baseball. Alain Useron en compagnie de Mark Griffin. On aurait pu faire un balado d'une heure aujourd'hui, Marc. On n'aurait pas eu de difficulté à remplir notre 60 minutes. On va s'en tenir à notre format habituel. Et voici un résumé de ce dont on va vous parler aujourd'hui. Évidemment, on va s'arrêter sur la nouvelle qui a tant fait parler au Québec chez les amateurs de baseball, c'est-à-dire une possibilité de garde partagée entre Montréal et Tampa, ou Saint-Pétersbourg, en ce qui concerne les Rays. On parlait des Mets de New York, Marc. Écoute, on va s'amuser. Les Mets qui nous ont mis beaucoup de matériel cette semaine. On en avait déjà avant ce qui est arrivé ce dimanche. Frankie Montas des A's d'Oakland qui a été suspendu. Ça risque de faire mal, ça, aux A's d'Oakland. Nouvelle qui est arrivée ce lundi. Jordan Hicks, blessure à un coude. Est-ce qu'il aura besoin de l'opération Tommy John? Ça regarde pas bien de son côté. Et on parlera des Blue Jays de Toronto. On parlait de Vlad, qui sera là au concours de coup de circuit. Marc, tu vas t'arrêter un petit peu sur BGO, qui a retenu ton attention au cours depuis son rappel, en fait. Et Marcus Stroman, qui a fait parler de lui dimanche, pour les bonnes ou mauvaises raisons, dépendant de quel côté que vous vous placez dans le domaine du divertissement. Bon, on va commencer, Marc, avec ce dossier qui a fait parler les Rays. La nouvelle, c'est que le baseball majeur a donné la permission aux Rays d'explorer la possibilité de jouer des matchs et à Montréal et à Saint-Pétersbourg. Ça a fait réagir beaucoup. Je vais te résumer mon opinion là-dessus. Je serais le premier surpris que ça arrive. Et moi, je pense qu'il y a des discussions qui se font derrière porte close depuis un bon moment à tous les niveaux. Et quand je dis tous niveaux, c'est au niveau du baseball majeur, de l'équipe de Tampa, des gens intéressants à Montréal et peut-être même au niveau politique, que ce soit provincial ou encore de la ville. Bon, écoute, probablement, Alain. Moi, j'y crois pas, moi. À la limite, Alain, j'ai même trouvé ça un peu farfelu. Je vais aller jusque-là parce que ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens de penser qu'à long terme, une solution, là, il faut que tu construises, j'imaginais, construire un nouveau stade à Montréal. Et à Saint-Pétersbourg. Et à Saint-Pete. Non. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de logique derrière ça. Moi, je pense que c'est un cri d'alarme. C'est peut-être même commandé, entre guillemets, par les gens de Tampa qui disent comme ça, écoute, moi, là, je suis plus capable. Il faut que je me défasse de tout ça. Parce qu'il y a des défis à Tampa. Il y a des défis, là, le fameux bail, le maire, le si. Écoute, c'est vraiment... c'est pas une situation qui est facile. C'est pas si facile de sortir les Rays, même si demain matin, on dit, OK, c'est assez, on s'en va. C'est encore pas facile. Mais pour que le commissaire, dans un point de presse important, mentionne cette possibilité-là, je pense qu'on est peut-être même plus loin qu'on pense de sortir. Parce que, à la lecture de tout ce qui s'est dit aux États-Unis, surtout là, de cet aspect-là, c'est que la plupart, et je dirais même la grande majorité, disent que c'est vraiment le début de la fin des Rays. Et que là, on est rendu public avec ça. Avant, c'était toujours, peut-être, puis le commissaire qui disait, écoute, il faut régler. Mais là, c'est devenu ouvert à tous. On est tannés, là. On est vraiment tannés. Les propriétaires sont tannés. Les propriétaires voient les chiffres, ils sont tannés de ce qui se passe présentement. Donc, ça a fait bouger des choses, ça a fait en sorte que, on réagit à une situation. Donc, c'est une très mauvaise nouvelle pour les gens de Tampa, selon moi, et une très bonne nouvelle pour les gens de Montréal, parce que dans ce cas-ci, puis je pense que Brofman a été quand même assez bon en disant, écoute, nous, on va explorer ça, on va l'étudier, mais on aime ça. Puis c'est tout à fait normal. Il ne dira pas que c'est mauvais contenu, que le commissaire ouvre la porte à cette possibilité-là. Parce qu'on va se le dire, Alain, c'est pas mal plus intéressant pour le groupe de Montréal d'avoir une franchise qui est transférée à Montréal que d'aller par tout le processus d'expansion. Surtout la façon dont l'organisation des Rays est bâtie. Il y a plein d'autres affaires. C'est-à-dire, est-ce que le propriétaire actuel des Rays, est-ce qu'il veut vendre complètement ou est-ce qu'il veut rester propriétaire en partie de l'équipe? Parce que ça aussi, c'est d'autres possibilités. Mais toujours est-il que... Il va faire de l'argent, lui, quand il va vendre, de toute façon, exactement. Ça, c'est sûr. Le nerf de la guerre va se passer au niveau de la ville de Saint-Pete. Le maire est totalement contre, présentement, cette possibilité de deux villes. Mais je pense que là, ça va vraiment faire bouger les choses. Et c'est peut-être le début d'un terrain d'entente. En fait, c'est même pas un bail. C'est une espèce de agreement, quelque chose qui donne plein pouvoir, finalement, à la ville. Exactement. Parce que la pénalité est sévère. Parce que là, c'est pas juste le montant du bail.
c'est tous les revenus associés à chacun des matchs, fois 6 ou 7 ans là, qui restent. Ben oui. C'est énorme. C'est énorme. Mais le terrain vaut beaucoup de sous. Et évidemment, on peut construire. Donc, il y a des... Tu comprends ce que je veux dire? C'est qu'il y a des ententes qui peuvent faire en sorte qu'à un moment donné... Que la Ville ne perdra pas tant que ça. Eh bien, elle ne perdra pas au change du tout. En fait, la Ville ne perdra pas au change. Mais est-ce que c'est des négociations qui peuvent prendre du temps? Je ne serais pas surpris qu'éventuellement le baseball majeur s'en mêle, comme le baseball majeur l'avait fait il y a une quinzaine d'années. Tu t'en rappelles, Marc? Ouais. Lorsque les Expos sont passés aux mains du baseball majeur. Et par toutes sortes de tractations, les Red Sox de Boston sont tombés dans les mains des propriétaires des Marlins. Et qui s'est trouvé propriétaire des Marlins? Nos 2 moineaux qu'on a connus à Montréal. Donc, le baseball majeur s'est organisé parce que les acheteurs des Red Sox, initialement, c'était pas ceux-là. Tu te rappelles? C'est le baseball majeur qui avait dû payer une pénalité à ceux qui voulaient se porter acquéreur. Je pense que c'était le trust de Yankee là, qui était le propriétaire qui voulait vendre. Là. Et c'était pas le montant le plus élevé qui était sur la table, mais le baseball majeur voulait que ce soit le groupe Tom Warner, si je ne me trompe pas, là, qui voulait... qu'on voulait que ce soit les propriétaires. En fait, Alain, c'est un bon parallèle parce que ça ressemble étrangement à 2003, ce qui se passe. C'est possibilité d'aller jouer. Les Expos allaient jouer à Porto Rico. T'es devenu le baseball était devenu propriétaire de l'équipe. On a attendu que les propriétaires de Washington. Puis là, pouf! Parce que moi, je me rappelle très bien. C'était au mois de septembre et on nous avait dit, si le 1er septembre passe, c'est certain qu'il y a une autre saison à Montréal en 2006. Alors, tout le monde était dans les préparatifs pour la saison 2006. Et au dernier match de la saison, bang, il y a une conférence de presse à Washington, c'était terminé. Alors, ça peut se passer très rapidement. Mais il y a beaucoup de défis. Je pense que c'est bien de voir ce qui se passe pour les gens qui veulent du baseball à Montréal. Et même s'il y a beaucoup de défis, c'est extrêmement positif. Je pense que le groupe de Montréal réagit bien à ça. T'sais, on n'est pas parti en peur avec ça. On va explorer, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens de Montréal qui veulent le retour du baseball majeur. Bon, ce sera à suivre. J'ai l'impression qu'il y aura d'autres nouvelles cet été en ce qui concerne ce dossier-là. On parlait des Mets de New York. C'est tout croche depuis plusieurs années. Et écoute, on peut même parler de la fois où on s'est rendu en série mondiale. Là, c'était pas toujours évident. Là, cette semaine, je pense qu'on s'est surpassé. On devait parler des Mets pour notre balado, Marc, avant même les événements de dimanche. On va commencer de façon chronologique. On a limogé les 2 instructeurs, l'instructeur des lanceurs et l'instructeur de l'enclos, Dave Allen et Chuck Hernandez. Les lanceurs ne donnent pas le rendement attendu, surtout les lanceurs partants. Et là, ce dimanche, il y a un journaliste, c'est le Daily News, je pense, qui a été pris à partie par le gérant et par un joueur, Jason Vargas. Ça, c'est devant tout le monde, après le match. Il ne semble pas y avoir eu de provocation de la part du journaliste comme tel, mais visiblement, Mickey Callaway n'était pas de bonne humeur. Les Mets se sont excusés publiquement et les 2 joueurs ont été sanctionnés. Oui, on venait de perdre un match là, où il y avait des gérants d'estrade qui disaient qu'on aurait pu changer de lanceur. On a gardé le logo monticule. Qu'est-ce que le logo a fait? Il a donné le circuit à Baez. On venait d'en perdre une plate. On venait d'en perdre une plate. Et, semble-t-il que le journaliste a simplement dit, on se voit demain. Et Mickey Callaway a peut-être pensé que c'était de l'arrogance et a pété les plombs. C'est vraiment le cas. Et évidemment, dans le cas de Vargas, a voulu peut-être tirer parti là, ou défendre, en fait, son gérant en agissant de la sorte. Les Mets, tu peux pas t'en aller là, Alain. Tu veux pas t'en aller dans cette direction-là parce que là, c'est la controverse maintenant. Les journaux de New York ont pris ça. Tout le monde paraît mal. Et en fait, on efface un peu la nouvelle que tu mentionnais où on a congédié, en pleine saison, ton instructeur de lanceur est un instructeur des enclos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas la faute des lanceurs, c'est la faute des coachs. C'est ça que ça veut dire. On prend pas notre responsabilité, Alain. Parce que DeGrom n'a pas une aussi bonne saison. Syndergaard a la réputation d'un gars qui peut se plaindre facilement. Donc, tu vois, là, c'est... Puis évidemment, on ne joue pas à la hauteur au niveau du monticule. Alors, tu sais, on pousse les instructeurs. Encore une fois, je suis pas certain que c'est la façon de faire, mais c'est la façon de faire des Mets. Puis là, on se retrouve un peu dans une espèce de fouillis. Oui. Marc, on est tombé hier sur un article qui date du mois de mai, d'à peu près un mois, justement, du journaliste en question de Newsday, Healy.
Et qui mettait en lumière certains trucs, c'est peut-être ce qui a fait en sorte que Mickey Callaway a réagi. Je pense qu'il y a des choses qui brassaient entre le journaliste et le gérant. Ce dont il était question dans l'article en question qui a été publié à la mi-mai, c'est que là, il y avait des rumeurs relativement à Mickey Callaway qui pourrait partir. Ça, c'était partout. Mais ce que Healy relevait, c'est que Callaway avait peut-être perdu son vestiaire en raison de la façon dont il gérait le cas, et là, je dis bien le cas Robinson-Cano. Marc, on le savait quand les Mets ont mis la main sur Robinson-Cano. On s'est dit, il va frapper, mais son attitude qui l'a chassé de New York, l'a rattrapé à New York à nouveau. C'est-à-dire que dans l'article, on disait que Callaway devait réagir face au manque d'effort de Robinson-Cano. Et là, dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il prend une défense de Cano, contrairement aux joueurs qui sont là depuis un certain temps. Alors, il dit ça n'a pas de bon sens. Il faut que... Alors, c'est sûr que... En fait, Alain, ce faisant, il perd son vestiaire. Il perd son vestiaire, exactement. Alors, c'est sûr qu'un gars comme Callaway n'aime pas lire ce genre de situation-là. Il est pointé du doigt directement. Alors, il y a une relation pas très, très saine qui se crée à ce moment-là. Il y a un lien entre l'article et la réaction. Non, mais c'est clair. Alors, mais c'est ça, les Mets. C'est ça pour ça qu'à chaque année, lorsqu'on fait nos prédictions, c'est rare qu'on va placer les Mets, même s'ils ont un trio de lanceurs partant extraordinaire, même s'ils ont ajouté, un gars comme Cano, puis bon... Je suis pas capable de les placer parce que sur une longue saison, il y a toujours quelque chose. La chaîne, elle débarque à New York à ce moment-là. Puis les Mets sont pas capables de gérer ça. Ce que les Yankees font très, très bien, d'ailleurs, de l'autre côté. Absolument, absolument. Maintenant que les Yankees sont revenus, il va falloir faire attention. Ils ont gagné 3 matchs sur 4 contre les Astros au cours du dernier week-end. Une équipe qui est placée pour faire les séries, les Aces d'Oakland, ont reçu un dur coup. C'est pas une blessure, c'est une suspension à celui qui était leur meilleur lanceur partant cette saison. Ils en ont plusieurs sur la liste des joueurs blessés, dont Sean Manaea, qui était leur meilleur l'an dernier. Frankie Montas, là, qui ne reviendra pas avant, peut-être à la mi-septembre, là, puis on verra à ce moment-là où seront les Aces d'Oakland. Je ne sais pas quoi penser, là, sinon... J'ai pas de pitié pour ça. Je trouve ça épouvantable qu'en 2019, on se fasse encore prendre. Bon, donc, autrement dit, il y en a qui s'essayent encore. Deuxièmement, je trouve encore la pénalité pas assez sévère. Pour moi, c'est pas assez sévère. Qu'est-ce qui va arriver, Alain? Il va attendre la moitié de la saison, 80 matchs suspendus. Il laisse tomber ses coéquipiers, il laisse tomber son gérant, son organisation, complètement. Tu viens de mentionner que c'était le meilleur lanceur de l'équipe. L'année prochaine, il va être de retour, il va faire son argent, il va faire... Tu comprends? Moi, je trouve que ça serait... Il faudrait aller encore de façon plus sévère. Puis là, à ce moment-là, tu sais, un Montas qui se fait prendre, bien, c'est soit que tu gardes le 80 matchs, mais tu perds ton salaire. Le contrat que tu as signé, tu tombes au salaire minimum. Tu comprends? Là, va fesser où ça fait mal. Mais dans le cas d'un gars comme Montas, par exemple, contrairement à un Dee Gordon qui, lui, avait un contrat à long terme, Montas, l'année prochaine... dans le meilleur des cas, va être admissible à l'arbitrage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que si tu te fais prendre, on va établir ton salaire. Tu n'as même plus le droit de regard. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, même si un Dee Gordon qui signe, il y a encore 4 ans son contrat à 10 millions par année, il reste, exemple, 40 millions. Là, lui, il va manquer mon 80 matchs, il va quand même faire mon 40 millions qui s'en vient. Non, si tu te fais prendre, on va couper là-dedans. Puis, tu comprends? J'aimerais ça d'aller encore un peu plus drastique. Je suis tanné qu'on se fasse encore prendre là-dessus. C'est une tâche à l'organisation, au baseball en général, au sport professionnel. Tu sais, c'est vrai qu'on ne pourra jamais arrêter tout ça. Il y en a toujours un ou deux. En raison des montants d'argent impliqués, c'est la raison directe. Mais justement, alors si tu te fais prendre, on va aller justement... piger ou en tout cas taper sur l'argent qui va faire en sorte que le joueur, faut qu'il pense 2 fois. Ça n'a aucun sens. Oui, et moi, ça me fait 2 fois plus mal. Les Aces, est-ce qu'ils vont s'en remettre? Ça va être difficile. Regarde les Twins l'année dernière. Lorsqu'en début de saison, on n'a pas commencé un match... avec Polanco. Polanco, les 80 premiers matchs, tu n'es pas là. Bien, on a connu une saison misérable. Là, il est de retour cette année. C'est le meilleur joueur d'Areco, pratiquement, de la Ligue américaine. En ce moment, il est, mais il a laissé tomber quand même son équipe l'an dernier. Puis là, il revient, puis il va faire de l'argent quand même. Tout ça, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il faudrait être encore plus sévère. Même à la première offense, il faut être encore plus sévère pour que... Il y en a quelques-uns encore cette année qui sont fait prendre. Je pense à Wright, Stephen Wright avec les Red Sox de Boston, qui aurait peut-être besoin là, de... Même si c'est un lanceur de balles papillon. Il l'a fait pareil. Oui. Bien, lui, il l'a fait. J'ai comme l'impression qu'il y a une différence. Et dans le cas de Stephen Wright, je pense pas.
je pense que c'était pour sa blessure, parce que... C'est toujours pour les blessures, Alain. C'est tout le temps. Dans ça, Ils vont je toujours comprends. te dire que c'est la blessure. Puis, Mais un lanceur de honnêtement, balle papillon, là, je veux dire... il y a- non, mais c'est pas grave, Alain. C'est pas... Je sais que c'est pas la puissance dans ce cas-ci, Ouais. mais c'est la résistance, c'est le fait d'être là. Donc, un paquet de facteurs. Écoute, c'est 2 ans noir que sur son blanc, genou, là. Hein? Ça fait 2 ans que son genou, lui, Oui, lui bon, fait c'est ça. manquer du temps. Mais la plupart vont dire Ah oui. que c'est... Puis, Pour récupérer plus rapidement. Je les comprends que tu veux revenir au jeu parce Ouais. que tu veux aider ton équipe, puis tu veux aller te chercher un meilleur contrat. Mais il y a des choses qui sont interdites, puis Ah oui. c'est comme ça. Ah ouais. Marc, tu parlais on parlait de lanceur de puissance, de Jordan Hicks. Dimanche, on a fait le match des Cards et il n'était pas disponible. On disait, bon, un petit malaise à l'épaule. On ne semblait pas trop inquiet, en tout cas. Exactement. Et là, lundi après-midi, la nouvelle est tombée. Le ligament du bras droit est touché. Il y a une possibilité de l'opération Tommy John. Forte possibilité. Écoute... Mais Alain, c'était peut-être même écrit dans le ciel. Le gars lance... Tu sais, je veux dire, des lancers au-dessus de 100 000 à l'heure, c'est... Est-ce qu'on est à la limite là, de ce que le bras est capable de faire? Là? On se pose beaucoup la question depuis quelques années avec l'augmentation Ouais. de la moyenne de balles rapides. Absolument. Absolument. On arrive à un moment donné où on va frapper un mur. C'est-à-dire que... Parce que, reviens une vingtaine d'années, là, la plupart des lanceurs vont dire, écoute, moi aussi, j'étais capable de lancer 96, 97 000 à l'heure là, en mettant toute la gomme derrière un tir. Mais si je veux être partant puis lancer une centaine, 115 tirs, je ne pouvais pas faire ça. Donc, je vais me contenter de 93, 94, 91. Mais là, aujourd'hui, dans le baseball, c'est puissance, 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 que ce soit frappeur ou lanceur. Il n'y a jamais autant de jeunes joueurs du high school américain, Alain, Ouais. qui subissent l'opération de Ouais. type Tommy John Ouais. parce qu'on pousse à la limite le corps pour dire, bien, gars, moi, je lance fort, signez-moi, puis je vais... Et on est prêt à sacrifier un an de notre carrière, même si on subit l'opération, parce que Ouais. le taux de réussite est tellement, tellement bon. Le seul que j'ai vu, Marc, une petite parenthèse, qui a su l'éviter, qui a tout fait pour l'éviter, ça a été Masahiro Tanaka, avec les Yankees de New York. Mais il ne lance plus, d'ailleurs, avec la vélocité d'antan. Alors, il lance un peu... Tu sais, Greg Maddox, c'est un exemple parfait. Maddox lançait quoi, 91? 92? Dans ça, au-dessus de 90 quand on l'a repêché, mais à la fin, là... Mais il a dit qu'en début de carrière, il pouvait lancer 95, 90, et je le crois. Tom Glavine, je te dirais, dans la deuxième partie de sa carrière, je dis pas qu'il se ménageait, mais quand il avait besoin d'une rapide à 90, il était capable de le faire. Oui. Mais aujourd'hui, on pousse le joueur... C'est pour ça que les gars vont lancer 5 manches. 90 sans tir, parce qu'à un moment donné, je suis plus Ouais. capable. Je trouve ça malheureux pour Hicks parce que c'est vraiment un lanceur spectaculaire. Tu sais, de voir des balles à 104, à 105 000 à l'heure, Ouais. c'est pas possible. Mais c'était presque inévitable, Alain, qu'une nouvelle comme ça allait tomber éventuellement. Mais c'est comme ça. Écoute, les lanceurs, je sais, tu veux te démarquer d'une manière, la puissance, tout le monde te regarde. Wow, as-tu vu la balle rapide? Mais on est j'espère en tout cas qu'on est conscient que des gars comme Hendricks, des gars comme Zach Davis, Oui. ils sont capables de faire un travail honnête dans le baseball majeur sans lancer des pilules à 99 000 Mais, puis tu vois, Marc, Brent Suter, qui fait partie de cette catégorie-là, ça n'empêche pas que lui aussi a été l'objet de l'opération Tommy John. Exactement. Brent Suter, un petit gaucher qui était avec les Brewers de Milwaukee, qui a fait du très bon travail l'année passée avant justement de subir cette blessure. On va parler des Blue Jays de Toronto. Il y a quelques sujets sur lesquels on va s'arrêter. Il y a Vlad Guerrero Jr. qui a été choisi pour le concours de coup de circuit. Je pense que c'est davantage un reflet de toute l'attention médiatique qui a entouré sa venue dans le baseball majeur que pour son rendement. Même son rendement, depuis son début, qui était fort modeste, là, est très acceptable. D'ailleurs, sa moyenne de balles frappées solidement est très, très élevée, hein, malgré un rendement qui ne semble pas très spectaculaire. Là. Il frappe la balle d'aplomb. Et là, Guerrero s'en va là. Écoute, c'est un spectacle. Pourquoi pas l'amener? Moi, je suis bien content de le voir là. Tout le monde est content de le voir là. Puis il est jeune, il est capable de faire ça. Il est reconnu pour sa puissance. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut rehausser un peu aussi cette classique-là et de voir des jeunes comme ça. D'ailleurs, il y a Shohei Ohtani qui a mentionné le fait que s'il est invité, il irait aussi. Fait que tu vois là, qu'on pourrait se retrouver avec des joueurs
Pas nécessairement les meneurs pour les coups de circuit. Non, là. mais des gars qui sont quand même populaires, des gars qui ont entendu parler. Le style d'Ohtani avec Vlad, c'est complètement différent, mais ça pourrait donner aussi des résultats fort intéressants. Donc, moi, je suis bien d'accord. Vlad, c'est une très bonne saison. Encore une fois, je le répète, c'est dans un contexte extrêmement difficile qu'il doit se développer. Nos attentes sont très élevées envers lui. Il n'y a personne qui le protège en le rôle offensif. Et malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il est très jeune, prend de la maturité de match en match. Pas inquiet du tout pour lui et le genre de spectacle qu'il pourrait nous offrir lors de cette classique. Oui, tu parlais qu'on voulait faire un spectacle. Je vais te donner un nom d'un frappeur de puissance qui n'a pas une bonne saison, mais qui n'a jamais été invité parce que c'est pas un nom fancy. Jesus Aguilar, des Brewers de Milwaukee. On le sait quand il met la patte sur une qu'elle va loin. Ou encore Jordan Alvarez des Astros de Houston. Est-ce que c'est pas le genre de gars qu'on pourrait amener seulement par l'effet que ces gars-là vont donner? Parce qu'Aguilar, on le sait, s'il met la patte sur une, ce ne sera pas 350 Joey pieds, Gallo va y participer. Tu comprends que ça pourrait être spectaculaire. Fait que, oui, ça va être des gars comme ça. Tu sais, Bryce Harper est venu, tout ça, c'est correct. Place aux jeunes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Alvarez, ça serait Il y extraordinaire. a des bonnes chances qu'il y soit d'après moi. Écoute, le circuit qu'il a frappé dimanche au Yankee Stadium, c'était probablement 6 pouces à l'intérieur. Puis il a réussi à amener les mains à la balle, garder cette balle-là en jeu, puis frapper ça au deuxième balcon. C'est impressionnant ce qu'il a fait. Il connaît. Si on combine sa saison 3A et Ligue majeure, ce gars-là frappe un circuit pratiquement aux 5 présences au bâton. J'exagère à peine. Ouais. Josh Field, hein? Ouais. Josh Field, c'est le gars que les Astros ont donné aux Dodgers pour avoir ses droits. Oui, ça, c'est... Je suis pas sûr que les Dodgers aiment bien que tu répètes ce nom-là, mais en tout cas... Bon. Il y a un joueur, quand je t'en ai parlé, Marc, j'étais convaincu que toi, tu le regardais jouer et tu dis, lui, il joue à la balle. C'est le fils de Craig Biggio, Gavin Biggio, qui est en train de nous montrer de bien belles choses. Pas une très grosse moyenne au bâton, mais la patience, la moyenne de présence sur les buts est très bonne. Son instinct baseball est au-dessus de la moyenne. À le regarder jouer, à le regarder prendre des tirs, la façon dont il se comporte en défense... Peu importe la position. Peu importe la position, ce gars-là a une intelligence supérieure en termes de connaissance baseball. Et je pense qu'au souper chez eux avec Craig, ça devait jaser de balles. Lui, il a gobé tout ça, Alain, et il a amené ça sur le terrain. Moi, je crois en lui. Je crois vraiment que ce gars-là va connaître du succès dans le baseball majeur. Il a les habiletés. Là, ça lui prend l'expérience, mais il a les connaissances. Et lorsque tu as les connaissances du jeu, tu analyses ça, mettre tout ça ensemble, ça va finir par donner un rendement exceptionnel du côté des Blue Jays de Toronto. J'aime beaucoup ce que je vois là. Cette première impression, pour moi, elle est excellente. Alors, ça va donner un noyau intéressant là, du côté des Jays. Mais ma foi, il va falloir être patient pour que cette équipe-là puisse éventuellement aspirer là, à la première place de la division Est. Ça va prendre des bras, hein? Oh. Ça va prendre des bras. Nate Pearson, je pense, a été blessé à son dernier départ, ou en tout cas, on a dû le retirer du match prématurément. Il faudra voir ce que ça va donner. Lui qui est le prospect numéro 1 parmi les lanceurs des Blue Jays de Toronto. Dernier sujet pour les Blue Jays de Toronto, mon cher Marc, c'est que dans la victoire des Blue Jays dimanche, Marcus Stroman a été excellent. C'est lui qui mène les Blue Jays de loin pour les départs de qualité. Jouait contre les Red Sox de Boston. Les Blue Jays ont gagné 2 matchs sur 3. Stroman a lancé 6 manches dimanche, n'a pas donné de points. Très bon. Et après son dernier retrait, il a poussé un cri. Il s'est tourné vers l'abri des Red Sox de Boston avant de filer vers l'abri de son équipe. Il y a eu une réaction très forte de la part des commentateurs des Red Sox de Boston. Même parmi ceux des Blue Jays de Toronto, on n'était pas certain. Est-ce qu'il y en a trop mis, oui ou non? Bon. On a discuté de ça, Marc, puis je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il est temps qu'on laisse l'émotion prendre sa place dans le monde du baseball. Oui, là. moi, je suis d'accord avec ça. L'émotion, absolument. Il faut, par contre, il y a la ligne du respect. Moi, que tu démontres l'émotion après un retrait sur des prises, j'en ai absolument, mais aucun problème. Comme d'ailleurs un coup de circuit que tu frappes dans l'eau, par-dessus, dans la baie de San Francisco. Bon. Mais il faut que ça soit fait dans le respect. Et le respect, c'est quoi? Regarde pas l'abri. Tu comprends ce que je veux dire? Puis regarder pendant 3 secondes. Là. Ah oui, tu comprends? Tu peux montrer de l'émotion, tu peux arriver à dire, écoute, yes, puis t'en aller à la course, puis bon, moi, j'aime ça, je veux ça. C'est du spectacle.
Puis je trouve que les lois non écrites au baseball, on devrait commencer à en effacer une coupe puis recommencer. Là. Mais moi, je suis d'accord. Mais il faut juste que ça soit fait un petit peu plus dans le respect. Puis le respect, c'est pas justement de cibler l'adversaire. Que tu démontres l'émotion, que tu t'en vas avec tes coéquipiers, tu donnes des gros high-five avec des cris. Regarde, j'en ai pas de problème. Mais fais-le pas en regardant la brille au bord. C'est juste ça. Puis, tu sais, je l'aime beaucoup, Marcus Stroman. J'aime un gars émotif sur le terrain. J'aime un gars qui se bat de cette façon-là. Par contre, tu sais, Dennis Eckersley est analyste au match des Red Sox. Il était très sévère. Il était très sévère. Et pourtant, tu sais, celui qui a pratiquement commencé ce genre de scénario... je peux comprendre Stroman d'être complètement surpris de voir que l'autre le critique. On peut aller voir un paquet d'images de Kersley. C'est même pire, là. Ah oui. C'est pire à chaque fois. Donc, bon, tu sais, je pense qu'Eckersley, des fois, il faudrait qu'il se rappelle ses années de joueur, là. Puis moi, je l'aimais, Eckersley. J'aimais ça quand il démontrait, quand il avait justement tu sais, un sauvetage en fin de match contre les Yankees, puis de montrer de l'émotion. Ça, je trouve que ça... Mais là, tu comprends, cette arrogance-là, c'est pour ça que... Tu sais, si tu frappes un circuit à 500 pieds du marbre, tu peux le regarder, tu peux lancer ton bâton comme tu veux, mais pas à courir. Fais-le aussi en pleine course. Tu comprends ce que je veux dire? Mais Reggie Jackson, lui, les admirait, ces fameux circuits. On revient là... écoute, c'est pas nouveau. Mais Reggie, il en frappait 40 puis 50 par année. Puis si tu en frappes 40 puis 50 par année, selon moi, tu as les droits de faire un paquet de choses. Si tu n'en frappes pas 40 ou 50, mais tu en frappes quand même loin, tu sais... tu comprends ce que je veux dire? Mais la ligne est très fine entre le respect, et le non-respect de l'adversaire. Mais je pense qu'il faut que les équipes, les joueurs, les commentateurs commencent à mettre un petit peu d'eau dans leur vin, puis qu'on réalise que laisser les joueurs, tu sais, être eux-mêmes, célébrer un petit peu plus, montrer un petit peu plus d'émotion. Et qu'on le prenne pas si personnel que ça. Alors, si tu veux pas que le gars fasse un bat flip puis qu'il frappe à l'autre bout, ben lance-y pas une balle en plein centre du marbre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Et à l'inverse, tu sais, il est bien arrogant, mon cul. Ben frappe-le. Tu sais, je veux dire, si t'es pas capable de le frapper, il a le droit d'être arrogant. Tu comprends? C'est là qu'il faudrait, à un moment donné, que les joueurs en prennent puis en laissent, puis que ça soit... C'est pas personnel. Stroman... Tu sais, je veux dire, il l'a fait. C'était pas contre un joueur en particulier, c'était contre l'équipe. Bon, il a regardé. Je suis pas sûr que c'est la meilleure affaire de regarder l'abri l'autre bord, mais c'est rien de personnel. Puis on efface, mais on recommence. La meilleure façon de te venger de ça, c'est que la prochaine fois que tu l'affrontes, marquer 10 points en première manche, puis tu vas voir que là, après ça, vous pourrez faire vos grimaces comme vous voulez. Certains diraient enlever le frappeur de choix, puis on va régler le problème. Ça pourrait être ça aussi. Stroman qui vient frapper au Fenway Park, ce serait intéressant. Pas sûr qu'il y aurait beaucoup de tirs au coin extérieur. C'est ça. Bon, merci beaucoup, Marc. Ça met un terme à ce balado cette semaine. Nous, on vous donne un rendez-vous mercredi. On verra les Cards de Saint-Louis et les Aces d'Oakland, deux clubs donc privés d'un excellent lanceur des Cards, Jordan Hicks, des Aces de Frankie Montas. On sera là à compter de 19h à RDS ce mercredi. Voilà, c'est tout pour Compte complet. Portez-vous bien d'ici la semaine prochaine. À bientôt.